Faut-il en finir avec l'emploi à vie dans la fonction publique? Le ministre Stanislas Guerini veut qu'on lève le tabou du licenciement. Je vous propose peut-être de l'écouter. Il était sur France Inter ce matin. Le statut de la fonction publique, c'est la garantie de l'emploi. Moi, je ne souhaite pas le remettre en cause. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que dans la fonction publique, quand, par exemple, on supprime un service administratif, les agents publics, on leur confie une autre mission. Pour ainsi dire, il n'y a pas de licenciement économique dans la fonction publique. Et je ne souhaite pas changer ça. Je pense que c'est statutairement quelque chose qui est très important et qui distingue le public du privé. Mais le statut n'a jamais expliqué, jamais, pas même en 1946 quand il était instauré, qu'on ne pouvait pas avoir de conséquences, qu'on ne pouvait pas licencier quelqu'un qui ne fait pas bien son travail. Le licenciement pour insuffisance professionnelle existe déjà. Il y a cet outil-là, il est très mal défini et il est surtout extrêmement peu appliqué. Je vais vous donner un chiffre. Il y a dans l'État 2,2 millions d'agents publics. L'année dernière, ce sont des chiffres qui sont à peu près les mêmes depuis 10 ans, il y a eu 13 licenciements pour insuffisance professionnelle. C'est vrai que c'est pas beaucoup, manifestement, par rapport au privé, mais je m'amuse parce que, bien évidemment, je suis pas sûr que ce soit le bon moment de proposer ce genre de loi à 4 mois des Jeux Olympiques. Agnès Verdier-Molinier, directrice de la Fondation IFRAP, interrogée pour Europe 1 par Laurent Tessier. Écoutons-la. La vision qu'on a, nous, de l'emploi à vie dans le secteur public, elle est totalement obsolète par rapport aux autres pays d'Europe. Pourquoi? Parce que dans la plupart des pays, maintenant, l'essentiel, c'est de la contractualisation avec les agents. C'est-à-dire que les agents qui travaillent dans les administrations publiques, ailleurs en Europe, ils sont majoritairement des personnels embauchés sous contrat, comme dans le privé. Alors, c'est pas toujours exactement pareil que dans le privé, mais finalement, on est allé partout vers la contractualisation et le statut tel qu'on le conçoit en France, avec cette idée que finalement, d'une certaine manière, l'agent serait propriétaire de son emploi, eh bien, en fait, ça n'existe plus ailleurs. Bon, ce que dit Madame Verdier-Molinier, en revanche, s'entend cette fois-ci. Christian Grolier est avec nous, secrétaire général FO Fonction Publique. C'est vrai, je souligne souvent les différences qu'il y a entre le privé et le public. Et croyez-moi, ça peut de temps en temps m'agacer. Par exemple, la retraite du public n'est pas calculée de la même manière que la retraite du privé. C'est plus avantageux pour le public. De la même manière, le délai de carence, pour le privé, on en est à 5 ou 6 jours de délai de carence imaginé. Pour le public, c'est un seul journée de carence. Lorsqu'on a fait une réforme des retraites, on s'aperçoit que le privé, la retraite du privé est équilibrée, elle est même excédentaire. Le problème, c'est la retraite du public, mais on n'a pas touché aux avantages bien souvent de la retraite du public, et notamment sur le calcul. Bon, et c'est vrai aussi, disons-le, qu'il y a un avantage avec cet emploi à vie, alors qu'au fond, il n'y a pas, c'est ce que dit Madame Verdier-Molinier, au nom de quoi y aurait-il un emploi à vie pour les fonctionnaires? Alors, si vous voulez, ce qui est très compliqué, c'est qu'on a affaire à des intervenants qui ne savent pas de quoi ils parlent, et le plus regrettable, c'est à commencer par le ministre. Parce que le fondement du statut général qu'il évoque, 1946, repris en 1983, c'est que le statut, ce n'est pas la garantie de l'emploi. Le statut, c'est la garantie de la carrière. C'est-à-dire que comme l'agent public n'a pas le droit de travailler dans le privé pour améliorer ses fins de mois, le gouvernement lui garantit un déroulement de carrière. Après, je suis d'accord avec vous, nous n'avons pas le risque du licenciement économique dans les entreprises. Et tant mieux, nous ne sommes pas une entreprise, nous n'avons pas à être productifs ou rentables. Nous rendons des services aux citoyens. Donc déjà, moi, j'aimerais que vous soyez parfois rentable et productif. C'est drôle ce que vous dites. Si vous avez quand même c'est marrant votre phrase. Tout le monde doit être productif. Rentable, c'est encore autre chose. Oui. Mais vous devez être quand même productif. Vous dites, je dois pas être productif. C'est formidable. Productif dans le sens de développer un produit. Nous, on rend un service. Oui, mais productif, c'est pas développer un produit, c'est être plus efficace, plus rapide, plus, que sais-je. Ça, vous avez quand même ce devoir-là. Mais bien sûr. Bon, et rentable, alors c'est encore autre chose. Rentable, vous avez raison. Je vous demande pas d'être rentable. Un service public n'a pas à être rentable. Mais productif, oui. Productif, oui. Productif, efficace, on peut employer tous les termes que l'on veut. Ah oui, mais sauf que ça n'a rien à voir avec la garantie de l'emploi à vie, comme le présente le ministre. Non, mais ça, c'est encore autre chose. Mais c'est vrai que ce que veut dire le ministre, c'est que personne n'est responsable de son job et que si celui, par exemple, on peut évaluer pour un fonctionnaire, on peut évaluer sa qualité de travail avec les mêmes critères que dans le privé. Est-ce qu'il est efficace? Est-ce qu'il est présent? Est-ce que ceci? Est-ce que cela? C'est ça que je veux vous dire. Et dans le public, ça existe. Ah, ça existe. Ce qui est embêtant, il y a eu 13 licenciements sur 2,5 millions de fonctionnaires l'année dernière. Dans le privé, il y en a un peu plus.
Alors, d'abord, il y a plusieurs sanctions disciplinaires. Évidemment, si le rêve du ministre, c'est de licencier les fonctionnaires, il faut qu'il en licencie plus. Non, de sanctionner ceux qui ne sont pas performants, peut-être. Mais vous savez, il y a le licenciement pour faute, qui est différent du licenciement pour insuffisance professionnelle qu'évoque le ministre. Mais après, les sanctions disciplinaires, il y en a multiples. Ça va bien sûr de la plus légère à l'avertissement, mais ça va aussi sur des suspensions d'activité non payées pendant plusieurs mois. Donc, c'est sûr que si on focalise sur le fait qu'il faut absolument licencier, il y a peut-être des alternatives avant et faire en sorte que des agents qui peut-être ont des difficultés et qui ont des sanctions disciplinaires plus légères soient formés, améliorés pour continuer de travailler correctement. Moi, je suis surpris qu'un ministre qui, hier matin, veut rendre la fonction publique plus attractive en disant « je vous présente un projet de loi dans ce sens », trouve rien de plus intelligent l'après-midi pour donner de l'attractivité à l'emploi public, de dire « je veux licencier davantage de fonctionnaires ». Et il oublie une chose, c'est que ce gouvernement, sous Macron, a fait en 2019 une loi qui s'appelle la loi de transformation de la fonction publique, qui dit on ne veut plus recruter des fonctionnaires, on recrute des contractuels. Où est le problème ? Bon, on va interroger, je crois que nous sommes avec Annick qui est là, c'est bien cela ? On la prendra juste après-midi, Pascal. Juste après-midi. Bon, voilà, quand ça aura basculé. Donc, bien sûr. Effectivement, nous pouvons continuer. Non mais, moi j'ai le sentiment, c'est vrai par exemple pour les enseignants, que s'il y avait une sélection plus grande et une exigence plus grande dans le recrutement, avec effectivement des critères sans doute plus haut de gamme, tu attirerais effectivement d'autres gens, ça serait sans doute plus difficile, mais tu pourrais aussi les payer plus. C'est-à-dire que tu pourrais avoir moins d'enseignants et les payer plus, et ce serait un système de compétitivité qui peut être intéressant, comme dans le privé. C'est ça que je veux dire. Oui, mais nous, on n'est pas du tout fermés à ça. On dit depuis des années que, par exemple, si on compare aujourd'hui et à 50 ans en arrière, on a quasiment 85% d'une cohorte de jeunes qui a le bac. C'était pas le cas avant. Mais qui ne méritent pas de l'avoir, peut-être. Ça, c'est votre a priori, votre postulat. Mais en tout cas, c'est la réalité. Mais, oui, mais je suis d'accord avec vous, mais vous savez bien, des gens qui ont le bac, ils n'auraient pas eu le certificat d'études parfois il y a 50 ans. Oui, mais vous savez, on a parfois des gens qui sont énarques et quand on voit comment ils gèrent les services... Peut-être que ce serait mieux géré par quelqu'un qui a le bac. Bon, on peut débattre. Et là, je ne peux pas vous démentir. Vous savez qu'on serait d'accord, à force. Et là, je ne peux pas vous démentir. Non, mais, bon, ceci étant dit, on a une population qui est surdiplômée. Et aujourd'hui, vous savez qu'on a 3 catégories dans la fonction publique ABC, le cadre A et le C ouvrier, on va dire. Et tout le monde est surdiplômé. La catégorie C, les agents en bac plus 2, bac plus 3 et bac plus 8. Donc, il faut qu'on adapte ça. Et peut-être qu'effectivement, si on relève le niveau de formation, le niveau de diplôme et qu'on met en adéquation les rémunérations, on aura plus aujourd'hui, un jeune homme de 22 ou 23 ans ou 24 ans qui rentre dans la fonction publique, quel est son statut ? Alors, il y a 2 cas de figure. Soit il est dans une mission où il faut une formation, une certification, style la police, et donc il est fonctionnaire, soit il est contractuel, donc il a un contrat de 3 ans, renouvelable une fois. Et par exemple, dans une grande administration, il est contractuel ou il est fonction les deux sont possibles. Et alors, ça dépend de quoi ? Qu'est-ce qui fait qu'il est contractuel et qu'est-ce qui fait qu'il est fonctionnaire ? Alors, ce qui joue le plus, c'est le statut particulier du corps dans lequel il rentre. Donc, s'il faut une formation comme la police, c'est de la fonctionnarisation. Si c'est un métier mais la Poste, par exemple ? Alors, la Poste, il n'y a plus de fonctionnaires recrutés depuis des années, puisqu'il n'y a plus que des salariés du secteur privé à la Poste. D'accord. Voilà. Et il doit rester à peu près 60 000 fonctionnaires entre la Poste et Orange. Dans l'enseignement, par exemple, qui est de la fonction publique ? Aujourd'hui, ce sont des fonctionnaires majoritairement, mais on commence à trouver des contractuels. Écoutez, on va échanger avec les auditeurs et notamment Annick qui va pouvoir nous donner phénomène. J'espère que vous êtes prêts. En forme. Christian Grolier, qui est secrétaire général FO Fonction publique. Il y a combien aujourd'hui de membres qui travaillent dans la fonction publique en France ? Alors, si vous prenez toute la fonction publique, c'est-à-dire l'État, les collectivités territoriales, hospitalières, il y a 5,7 millions d'agents. Et sur ces 5,7 millions d'agents, ce qui représente 20% de l'emploi salarié du pays, vous avez 3 850 000 fonctionnaires à statut. D'accord. Et quand on travaille dans une collectivité territoriale, on a quel statut ? Alors, pareil que l'État, on est soit fonctionnaire, notamment pour les plus anciens, et contractuel pour les plus récents. D'accord. 11h57, à tout de suite. Europe 1, 11h, 13h, Pascal Praud et vous. On est avec Annick. Annick dite le phénomène. Bonjour Pascal. Annick dite le phénomène. Bon alors monsieur, voilà. Pascal, j'ai tout fait ce que vous avez dit ce matin, j'ai tout fait. Ah ben je m'en doute bien. J'ai pointé. Vous êtes levé à quelle heure ? Non,
il était que 7 heures. Sauf que j'ai pressé les oranges et ça, vous l'avez pas précisé, ça. Bon, et là, vous avez les petits-enfants, j'imagine, parce que c'est les... Ah ben oui, alors on fait des maths avec papy, là, en ce moment. Papy doit être content. Il s'est levé à quelle heure, papy? Oh ben, comme d'habitude. C'est-à-dire 9h, 9h30? Absolument. Bah, il retarde, évidemment, il sait ce qui lui c'est ce qui l'attend, donc il retarde. Il repousse l'échéance. Exactement, il repousse l'échéance. Bon, cher Annick, d'abord, Monsieur Grolier est d'abord très courtois, très sympathique, et je demande de le ménager. Il est secrétaire général FO Fonction publique, donc soyez gentil avec lui. Mais je vais dire ce que je pense quand même, sinon c'est pas la peine. Allez-y, vous pensez quoi? Alors moi je pense qu'il n'y a aucun pays au monde où on a un contrat de travail à vie, aucun. Sinon, alors qu'on me le dise, Et je ne connais aucun pays au monde où on ne travaille que 35 heures par semaine. Ça, on n'a pas réussi à exporter ce projet-là. Ça, on n'a pas réussi. Personne n'a réussi. Parfois, on travaille moins, même parce qu'à la mairie de Paris, on travaillerait entre 28 et 32 heures, paraît-il. Je ne sais pas si c'est vrai ou pas, mais c'est ce que c'est ce qu'on dit. Je ne vais pas amener de l'eau au moulin de madame. Non, mais on travaillerait à la mairie de Paris entre 28 et 32 heures. La mairie de Paris, ce sont des fonctionnaires? Oui, ce sont majoritairement des fonctionnaires. Et évidemment que c'est pas convenable si... Non, mais ça, c'est absolument faux. C'est encore des rumeurs. Il y a 1607 heures à faire dans la fonction publique. Oui. Voilà, donc il y a 1607 heures à la mairie de Paris. Oui, écoutez, avec 10 milliards de déficit, Ça, c'est autre chose. Ça, c'est autre chose. Écoutez, ça fait partie du package. Oui, mais si on augmente les impôts, les salariés les citoyens ne sont pas contents. Si on a moins de personnes, ça coûtera moins cher. Et on réduira le déficit. C'est pas sûr que ce sera moins cher. Bon, allez-y, Annick. Que voulez-vous dire sur la fonction publique en France? D'abord, est-ce que vous trouvez que vous êtes sans doute comme tout à chacun confronté à la fonction publique? Est-ce que vous trouvez que ça marche bien? Évidemment, non que ça marche pas. Il n'y a rien qui fonctionne de toute façon. Alors, qu'est-ce qui marche pas bien? Écoutez, on le voit tous les jours. La justice, la police, l'éducation nationale, le centre des impôts, non, c'est rien parce que maintenant on paye, c'est prélevé directement. Alors on sait pas trop, mais sinon il y a rien qui fonctionne, monsieur, rien. Bon. Écoutez, c'est plutôt clair. Et puis il faut aussi prendre rendez-vous pour faire sa carte d'identité maintenant, faut prendre rendez-vous, oui, ça, mais il faut pas. Il a toujours, ça, c'est pas très ennuyeux de prendre. Quand vous allez chez le médecin, vous prenez rendez-vous et chez le coiffeur aussi. Non, mais dans le temps, c'était pas comme ça. On allait directement à la mairie et puis ça se dans le passait bien. temps, enfin, c'est pas très, c'est pas un argument. Je veux dire, quand vous allez chez le coiffeur, vous prenez rendez-vous. C'est une contrainte. Non, mais c'est une contrainte. C'est une contrainte de prendre rendez-vous, Annick. Bien sûr, il faut d'abord savoir si on est là. Parce que dans 15 jours, dans 3 semaines, dans un mois, on sait pas. Non, mais c'est pas, écoutez, franchement, là, faut peut-être pas exagérer. C'est une contrainte. Je vous ai connu meilleur que ça, Annick. Annick, si vous me permettez. Non, mais je veux bien entendre des arguments, mais non, l'argument qui est vrai, si vous me permettez, et qui est un argument de psychologie. Bon. Oui. Si vous dites à quelqu'un que il sera là tout le temps, que vous le vouliez ou non, il a une possibilité d'être peut-être moins performant ou d'être moins en tension ou d'être moins mis en concurrence, etc. C'est sûr que l'âme humaine est ainsi faite que si vous dites à quelqu'un « t'as ton emploi à vie », il est possible qu'il ne fasse pas tous les efforts pour travailler, être plus performant. Je l'entends, vous l'entendez. C'est-à-dire que nous, on est dans des métiers, effectivement, où on n'a pas d'emploi à vie. Alors, bien sûr, on peut considérer que notre situation est plus agréable sur le plan financier. Ce qui est vrai. Pas pour tout le monde, je vous assure, pas pour tout le monde. Bien sûr. Bon, pas pour tout le monde. Mais cette notion d'emploi à vie, elle peut être source, non pas de démotivation, mais de dire, bon... De toute façon, ça change rien, que je travaille que. Donc là, tu fais vraiment confiance à la personne qui est fonctionnaire. Donc, s'il est motivé, s'il prend à cœur son job, s'il a une responsabilité professionnelle grande, il n'y a pas de souci. Mais on sait bien que l'âme humaine, parfois, il y a des gens qui, alors que dans le privé, ces gens-là, ils n'ont pas le choix. Je vous dirais pas que ça n'existe pas. Dans le privé, ils n'ont pas le choix. Non, mais d'abord, je le répète, l'emploi à vie n'existe pas dans la fonction publique. Il y a moins de licenciements que dans le privé, parce que par nature, il n'y a pas de licenciement économique, donc le licenciement, il est lié à une faute, suivant la gravité. Oui, donc, mais effectivement, il y en a moins. C'est difficile parfois à évaluer une faute de quelqu'un qui a un petit reflant, c'est difficile. Alors, c'est pour ça que là, on touche à notre souci. Oui, on touche au souci du management. C'est comment on peut arriver à faire du management dans la fonction publique. Quelles sont les marges de manœuvre? Et voilà, je vous pose la question, parce que vous la posez vous-même. Je vous le dis, il n'y en a quasiment pas. Mais c'est pas de la responsabilité du manager s'il n'y en a pas. Parce qu'aujourd'hui, quand le ministre... Il n'y a pas de management dans la fonction publique? Il n'y a pas de management dans ce style-là. Pourquoi? Quand le ministre dit il faudrait licencier un petit peu plus, ça sous-entendrait que ce qu'on appelle les managers aujourd'hui ne font pas leur boulot. C'est-à-dire qu'ils n'instruisent pas de procédure
Et finalement, ils ne font rien pour, soi-disant, un agent qui ne travaillerait pas. C'est faux. C'est faux, simplement, comme je le disais tout à l'heure, tout n'aboutit pas au licenciement, parce que l'objectif, c'est quoi? C'est de mettre... Mais vous, par exemple, vous êtes manager dans votre activité, vous êtes plutôt, vous, un fonctionnaire haut de gamme, entre guillemets. Moi, je suis aujourd'hui permanent syndical, donc je ne manage pas. Mais autrement, ceux qui sont à votre niveau, ils managent. Bien entendu. Mais alors, comment tu manages? La difficulté du management, c'est d'abord, la première carotte, c'est la carotte budgétaire. Et aujourd'hui, pour donner un exemple très concret, vous avez 10 agents à manager. Quand vous recevez votre enveloppe de prime, c'est le taux 1 pour tout le monde. C'est-à-dire que vous n'avez aucune marge. Donc, si vous estimez qu'il y en a un sur les 10 qui a été un peu plus investi, qui a été un peu plus motivé, ça veut dire que pour lui donner au-delà de 1, un 10, un 20, il faut en baisser un autre. Je suis pas sûr de tout comprendre. Si vous avez 10 agents qui ont une enveloppe au taux 1, si vous voulez donner un 10 à l'un, il faut mettre 0,90 à un autre. Et comment vous voulez faire pour équilibrer, c'est ça? Vous voyez que le management, c'est pas facile dans la fonction publique. Non, mais ça veut dire qu'on vous donne pas une enveloppe en vous disant faites ce que vous voulez. Oui. Il y a le taux 1 qui statutairement est. C'est quoi le taux 1? Admettons que ce soit 1000 € l'année, pour faire un chiffre rond. Oui. Tout le monde a 1000 €. Et pourquoi vous dites tout le monde? Parce qu'on vous donne une enveloppe, on vous donne 1000 € de prime, vous avez... Voilà, 10 agents, vous avez 10 000 €. Bon, voilà, donc on vous donne 10 000 € pour vous, de prime. Et il est prévu que l'agent qui fait correctement son travail touche 1000. Oui. Voilà. Bon, et vous vous dites, vous, sur les 10, j'en ai un qui fait mieux que les autres. Oui. Je vais lui donner 1002. Oui. Et vous ne les avez pas, les 200, sauf si vous les piquez aux autres. Bah oui, il faut équilibrer. Même si les autres, ils font bien leur boulot, pourquoi vous allez les piquer aux autres s'ils font bien leur boulot? Moins bien que l'autre. Alors lequel vous prenez sur les 9 qui restent? Bon. Mais vous voyez la difficulté de manager quand vous n'avez pas de marge de manœuvre. C'est pas que les... Bon, Annick, elle est toujours là. Et puis je pense qu'Annick, elle aime les fonctionnaires, parce que je suis sûr qu'elle a applaudi les hospitaliers pendant la Covid, qu'elle a remercié les forces de police pendant les attentats. Je trouve que les policiers sont formidables. Non, mais arrêtez, ça c'est du blabla, ça. Bon, c'est du blabla. Les policiers sont formidables. S'ils étaient pas là. On va là... aller dans le concret un petit peu, là. Oui, alors... J'aimerais bien qu'on aille un petit peu dans le concret. Allez dans le concret. C'est pas le congrès. Alors moi, je vais réserver cet été dans le concret. Alors moi, je souhaiterais bien que tous ces fonctionnaires, tous ces agents, ils aient une évaluation annuelle avec des objectifs à réaliser et qui sont réalisés ou pas réalisés. À partir de là, on leur donne la prime. Pour les profs, c'est le cas. On les fera inspecter. On les fera inspecter par remplir ces objectifs. Vous n'allez pas le croire, mais je suis d'accord avec Annick. Monsieur Grolier est formidable. Nous sommes en progrès constant. Mais il n'y a pas d'objectif, par exemple, dans la fonction publique. Et c'est au manager de les fixer, les objectifs. Oui, il y a un entretien. Le manager doit fixer les objectifs de manière annuelle. Tiens, alors il y a un entretien. Est-ce qu'il y a un entretien? Il y a un entretien professionnel annuel. Bon, bah alors. D'accord. Qui existe. C'est pas compliqué. Vous voyez qu'on est d'accord. Il existe déjà. Alors il y a une difficulté, si vous voulez. Je comprends pourquoi vous la prenez à chaque émission. Madame est punasse. Alors moi, mettez-nous le fonctionnement, parce que ça nous intéresse. En fait, si vous voulez, il y a un entretien professionnel annuel avec des objectifs qui sont fixés en début d'année et on vérifie en fin d'année si les objectifs sont atteints. D'accord. Oui. Sous le gouvernement de François Hollande, tous les mécanismes d'avancement qui étaient liés aux résultats de l'entretien professionnel ont été supprimés. Pourquoi? Pour faire des économies. Parce qu'en fait, quand vous aviez quelqu'un qui était, par exemple, qui avait atteint ses objectifs, et encore mieux parfois, on pouvait le faire avancer dans sa carrière pour changer d'échelon plus vite. Ils ont supprimé ça, parce que ça coûtait plus cher si on les fait avancer plus vite. Il était plus rapidement inscrit à la promotion, ce qui était logique, puisqu'il atteignait ses objectifs avec plus de facilité. Donc ça encourageait... Voilà. Tout ça a été supprimé sous Hollande. Et ça, c'était Nicolas Sarkozy qui avait mis en place ça, j'imagine, non? Oui, c'était mis en place sous Sarkozy. C'est l'esprit de Nicolas Sarkozy, ce qui ne m'étonne pas. Et ça a été encore une bêtise faite par François Hollande. Quoi. Alors, moi, je ne personnaliserai pas, mais ça a été... Moi, si. Oui, je sais. Non, mais c'est dommage parce que... Mais c'est une bêtise budgétaire. Oui, mais ça, vous le regrettez, manifestement, parce que il y avait un peu de compétition, d'une certaine manière, et c'est jamais mauvais signe. Il y avait surtout des éléments de comparaison objectifs qui permettaient dans un cadre collectif d'évaluer les agents de manière différente. On marque la pause et on revient avec Annick parce qu'Annick d'abord elle nous fait rire. Le déjeuner est prêt, Annick? Bah écoutez, je me suis accordé un petit break là, mais ça va bien, ça va se faire, oui. J'ai des magrets de canard pour ce midi. Des magrets de canard avec quoi? Ah merde, j'ai oublié de faire les frites. Alors, je suis pas sûr qu'Annick puisse reprendre la parole si elle n'a pas fait les frites. Et ce sont des vraies frites ou ce sont des... Ah, des vraies frites. Des frites, donc vous épluchez les pommes de terre. Bah bien sûr. C'est Joël qui a épluché, je suis sûr. Non, c'est moi. Il fait des maths avec les non, mais là, enfants. c'est pas... Non, c'est... Effectivement, il est 12h15. À quelle heure est le déjeuner bah écoutez, à cause
de vous, ça va être retardé. Écoutez. Oui, mais ne m'engueulez pas non plus, j'y peux rien. Je veux dire, bon, ils ont qu'à faire des maths en attendant, et puis voilà. C'est ce qu'ils font actuellement, c'est ce qu'ils font. Il n'y a pas d'entrée? Oh, bon, écoutez, il y a des concombres et puis des tomates, là. Oui. Ça va aller. C'est sympa. Et Hier, ils ont eu des crabes. Hein. Ils ont eu parce que nous sommes à Saint-Malo, ils ont eu du crabe hier. Hein. Ouais, ça, c'est des repas de riches. Et j'achète que les pâtes de crabe parce que c'est plus facile pour eux à éplucher. Et oui, à éplucher un crabe, c'est plus facile que des pommes de terre, c'est ce que vous dites? Non, quand il y a les pâtes. Oui. Et un petit dessert est prévu? Alors moi j'ai du Queen Amman, mais ils aiment pas ça les enfants. Nous aussi, alors j'ai Gaspard le meilleur Proust, Queen Amman du monde. Eh ben Gaspard Proust, il nous a apporté un Queen Amman ce matin dans la rédaction, Ouais. et chacun en mange un peu. Je suis sûr que le sien n'est pas aussi bon que le mien. Bah évidemment, il n'est pas aussi bon que le vôtre. Non, j'ai mis 10 ans avant de trouver un bon Queen Amman à Saint-Malo. 10 ans. 10 ans, bah effectivement. Il a fallu en manger, hein. J'ai pris 32 kilos. À chaque fois que j'ai testé, ils n'étaient pas bons. il y a Ils eu- n'étaient pas bons, j'en ai trouvé un bon. C'est un boulanger qui est à Châteauneuf-d'Ille-et-Vilaine. Oui, ça, C'est le vous meilleur m'auriez dit Queen que Amman c'était du chez un monde. boucher. Vous m'auriez dit que vous aviez pris votre Queen Amman chez le boucher, j'aurais été Non, surpris. c'est Bon, le il est boulanger de 12h16. Châteauneuf-d'Ille-et-Vilaine. C'est le meilleur Queen Amman du monde. On donne l'adresse tout de suite après, et vous nous direz la tempête à Saint-Malo, parce qu'il y a une tempête là ces jours-ci. Elle est passée la tempête, je crois. Oui, je crois. C'est vous C'est qui êtes Annick, à la Saint-Malo. tempête. Elle est là. C'est la tempête Annick. À tout de suite. À tout de suite. À tout de Et suite. vous réagissez. Bon, je remercie Monsieur Christian Grolier, qui est secrétaire général FO Fonction publique. Il réagissait au propos de Stanislas Guérini. Le statut n'a jamais expliqué qu'on ne pouvait pas licencier quelqu'un qui ne fait pas bien son travail, disait-il. Et c'est vrai qu'il remet un peu en cause le statut. C'est vrai que vous nous avez expliqué notamment les systèmes de primes. On pourrait imaginer un système où les primes soient variables, pas d'augmentation de l'échelon systématique, et ce qui permettrait, on augmente la masse salariale fixe. Autrement, c'est-à-dire que s'il y a une augmentation de l'échelon systématique, j'imagine on augmente la masse salariale fixe, et une fois l'échelon obtenu, la personne lève le pied, quoi. C'est ça que ça veut dire, j'imagine. C'est le principe de la carrière, c'est-à-dire que effectivement tous les 2-3 ans, Ça se voyait. mais c'est bien, c'est le principe de la carrière. Donc tous les 2-3 ans, Je voulais rien dire, mais ça s'est vu. Je ne suis pas sûr. Il y a quelqu'un qui veut me proposer cette solution, mais je ne suis pas sûr d'avoir compris. Bon, en tout cas, ce qu'on retiendra de cette séquence, c'est que vous avez un ministre à 4 mois des JO qui veut mettre un pied dans la fourmilière. Bon, exactement. bah on va voir. Et qui doit réviser quand même ses fondamentaux sur le statut. Exactement. Ben, on vous remercie beaucoup, Monsieur Grolier. Merci à vous. Vraiment. Merci. Filez. Je sais que vous êtes attendu sur une autre télévision parce que c'est un sujet évidemment qui fait réagir. Il est 12h20.